Merci beaucoup. Donc, bonsoir à tous. Je m'appelle Robin Caroff. Je travaille pour une association qui s'appelle Résonante. Résonante, on lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et je vais revenir un petit peu plus après sur ce que fait Résonante. Je suis développeur Android iOS et plus globalement, chez Résonante, je suis le référent technique sur tous les projets numériques de Résonante. Euh, je vous remercie beaucoup de passer un petit peu de temps au Fraude pour vous changer les idées ce soir. Et moi, pour bien vous changer les idées, je vais vous parler de confinement. Donc, ouais, super. Mais pas n'importe lequel. Je vais vous parler du premier confinement. Et puis, pour situer un peu plus pour les historiens qui regarderont cette vidéo dans plusieurs années, je vais vous parler de celui qui a eu lieu donc, au début de l'année 2020, le premier confinement qu'on a eu à cause de la pandémie de Covid-19. Alors, ce confinement, il a été brutal. Brutal parce que soudain, la plupart partout, on n'était pas préparé à travailler au télétravail, à devoir avoir des attestations, etc. Alors, on a beaucoup parlé de l'impact de cette pandémie sur le système de santé d'abord, sur notre système éducatif, et puis sur l'industrie au sens large. Il y a des domaines desquels on a un peu moins parlé, et moi j'avais envie justement de revenir là-dessus. C'était par exemple l'activité des travailleurs sociaux, qui a été fortement impactée, et également des personnes qui étaient suivies par ces travailleurs sociaux, qui sont souvent des personnes qui sont déjà en situation d'isolement et qui se sont retrouvées là pour le coup plus isolées que jamais. Donc je ne vais pas vous faire une liste de tous les impacts qu'il y a pu y avoir. Je pense qu'on voit pas mes slides. Il y a juste un petit souci, c'est pas les slides que j'affiche. Alors, je vais juste, hop, je sais pas si j'ai relancé le partage d'écran, donc super. Alors, hop, je reviens, pardon. Donc je ne vais pas vous faire une liste exhaustive de tous les impacts qu'il y a eu de ce confinement, ça serait une liste vraiment très longue, mais juste quand même pour illustrer un petit peu, je vais donner quelques exemples. Il y a eu, forcément vous me voyez venir, il y a eu l'augmentation des violences conjugales, malheureusement, et l'augmentation des violences faites aux enfants, toutes les aides alimentaires, alimentation solidaire, un petit peu au Resto du Cœur, etc., les maraudes, tout ça c'était très compliqué, il fallait que les bénévoles ils aient des attestations, il fallait que les bénéficiaires aient des attestations, les personnes en situation irrégulière, elles n'osaient plus sortir, faire leurs démarches, essayer de s'alimenter, etc., parce qu'elles avaient peur de se faire contrôler. Les personnes incarcérées, ça a été également terrible ce qui a pu se passer dans les prisons. Les personnes dépendantes, j'entends par là personnes en situation de handicap ou personnes âgées, ça a été très compliqué, on le sait. Il y a des familles qui ont repris leurs proches chez eux et quand du jour au lendemain on se retrouve à s'occuper de son proche 24 heures sur 24, il y a des gens qui se sont trouvés parfois vraiment démunis. Et voilà, je vais m'arrêter ici avec la liste, mais en fait, ces travailleurs sociaux, ils se sont retrouvés vraiment partagés entre le fait de respecter scrupuleusement ces mesures sanitaires qui étaient en place et le fait surtout de ne pas perdre le lien avec les gens qui suivaient, avec les bénéficiaires. Et le problème, c'est que même quand ils arrivaient à obtenir de quoi pouvoir continuer à aller voir les personnes, il y avait certaines familles qui refusaient même les contacts de peur d'être contaminées. Donc, dans ce contexte, en fait, oui, et également ce qui a beaucoup impacté ça, c'est que les travailleurs sociaux, c'est pas forcément un domaine dans lequel on est très habitué à utiliser le numérique. On travaille un petit peu à l'ancienne. Voilà, ça peut être soit avec le bloc-notes, soit le système d'information, c'est pas ultra développé non plus. C'est souvent plusieurs fichiers Excel sur un espace de partage quand il y en a un. Donc, voilà, tout ça pour dire que ça a été très compliqué. Il a fallu qu'ils s'y mettent. Et pourtant, dans ce contexte, les solutions numériques, elles ont été beaucoup plus utilisées qu'en temps normal et elles ont vraiment permis de permettre à certaines activités de se poursuivre et parfois même de prendre complètement le relais sur des dispositifs existants. Moi, ce que j'ai envie de faire avec ce talk, j'ai envie de vous faire un petit retour d'expérience sur comment nous, on a vécu le confinement à Résonante, ce qu'on a pu faire, pour vous montrer que oui, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être faites et qui ont été faites dans cette période. Un petit mot sur Résonante. Donc je vous ai dit, on est une association, on lutte contre les violences sexistes et sexuelles et plus spécifiquement les violences faites aux femmes.
on a plusieurs actions. On fait des sensibilisations, on fait avec des expositions qu'on crée, on accueille des groupes. Parfois, on met nos expositions dans des lieux, on loue nos expositions. On fait des ateliers d'écriture, de libération de parole dans les établissements scolaires notamment, parce que c'est beaucoup à destination des jeunes. On fait de l'accompagnement des victimes. Alors, on n'a pas de travailleurs sociaux, mais quand on a des victimes qui parfois nous contactent parce qu'elles ont besoin d'aide, on propose de les aiguiller vers les structures qui seront à même de les aider et parfois même de les accompagner quand elles ne se sentent pas d'y aller toutes seules. Et enfin, on essaye d'être un petit peu innovant en créant des outils numériques dont l'application mobile Appel, dont je vais vous parler. Alors en plus, en termes de timing, on est quand même pas mal. Hein. Hier, c'était le 25 novembre, donc Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et Appel, c'est une application mobile qui a pour but de lutter et de prévenir les violences faites aux femmes. Alors, comment on fait ça? L'application, elle a en fait, moi je la décris souvent comme ayant deux grandes fonctionnalités, qui a une fonctionnalité d'alerte et la mise à disposition de ressources et informations. Pour vous donner un peu de contexte, je vais décrire quand même un petit peu ce que fait cette application. La fonctionnalité d'alerte, en fait, quand on crée un compte sur Appel, on a la possibilité de créer un réseau fermé de contacts de confiance. Les contacts de confiance, c'est des gens qui pourront être alertés en cas de difficulté, quand une victime rencontre une difficulté et lance une alerte via l'application. En fait, grâce à un de nos partenaires qui s'appelle Warimi, qui développe cette fonctionnalité d'alerte, quand vous créez ce réseau de confiance avec des protecteurs, quand la victime demande à être protégée par quelqu'un, il y a un peu un check des deux côtés. Pourquoi? Parce que nous, on estime que c'est très important. On estime que c'est vraiment important d'accepter c'est quelque chose d'engageant de devenir le protecteur de quelqu'un. Engageant parce qu'on s'engage à faire quelque chose en cas de problème, et engageant également parce qu'on peut être amené à recevoir des contenus qui ne sont pas forcément faciles à appréhender. Donc, lorsqu'une alerte est envoyée aux contacts de confiance, les contacts de confiance, ils ont un suivi temps réel de ce qui se passe. En fait, elles entendent ce qui se passe, il y a un audio temps réel, et elles ont également un suivi GPS, la géolocalisation temps réel de la victime. En comprenant la situation, l'idée c'est que ces protecteurs peuvent organiser les secours en soutien à la victime, si besoin. Pourquoi on fait ça comme ça? Parce que souvent la victime n'est pas en situation où elle peut elle-même contacter les secours. Contacter les secours, hein, appeler le 112, c'est pas forcément une action très discrète. Nous, ce qu'on essaye de faire avec l'application, c'est on a plusieurs façons de déclencher une alerte dans l'application pour que ce soit fait de façon très discrète. C'est pas on décroche un téléphone, on attend que quelqu'un réponde au bout du fil, on explique son problème. Là, l'idée, c'est que justement, les protecteurs, les contacts de confiance, vont pouvoir estimer si oui ou non il y a urgence et au besoin, contacter les secours. Donc là, en fait, je vous affiche un écran de monitoring de l'alerte. L'idée, c'est de fournir un maximum de contexte au protecteur. Donc on a l'audio, mais c'est un enregistrement audio dès la première seconde. C'est-à-dire que même si on ouvre l'alerte alors qu'elle est démarrée depuis 5 minutes, on peut revenir au début, on peut naviguer dans cette alerte pour essayer de comprendre ce qui se passe. On a plusieurs fonctionnalités, je ne vais pas vous les lister toutes ici, mais globalement l'idée, c'est de faciliter la prise en charge et l'intervention des secours si besoin. Avec justement cet audio temps réel, cette position GPS temps réel, et toutes ces alertes sont enregistrées et sont accessibles par la victime pendant 15 jours. Elle peut télécharger ces données pendant 15 jours, ce qui peut lui servir même à se constituer un dossier de preuve au besoin. Voilà pour l'alerte, je ne vais pas aller plus loin, je pourrais répondre aux questions ou je vous invite à regarder l'application pour en savoir plus. L'autre volet, c'est la mise à disposition d'informations et de ressources. Pareil, quand on crée un compte sur Appel, on est invité à choisir un secteur géographique. En fait, ce secteur, en France, ça va être un département, mais l'application est disponible dans plusieurs pays, donc ce n'est pas toujours des départements. Et l'idée, c'est de fournir des informations les plus pertinentes possibles. Donc une fois qu'on choisit notre secteur, on va avoir par exemple des fiches d'aide sur des thématiques particulières, donc agression physique, agression sexuelle, cyberharcèlement. On va avoir des liens vers des associations locales, on va avoir une carte des structures, donc des structures qui peuvent aider, ça peut être
évidemment une gendarmerie, hôpital, des refuges. Et on va relayer également des lignes d'écoute locales et des choses comme par exemple la plateforme de signalement qui a été mise en place par le gouvernement qui s'appelle Arrêter les violences. C'est un chat qui s'appelle Arrêtons les violences. Voilà pour la présentation d'Appel, ça vous donne un peu de contexte. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du confinement, de ce qui s'est passé pour nous pendant le confinement. Donc le 16 mars, on se retrouve confinés. Et nous, on était sur le développement d'une V5 qui était prévue pour sortir en fin avril. V5 qui doit sortir pour notamment régler plusieurs problèmes qu'on a avec la V4 et qu'on veut effacer au plus vite. Au début du confinement, également, moi je suis le seul développeur de Résonante. On avait un partenaire pour tout ce qui était back-end. Le partenaire est beaucoup moins disponible parce qu'il doit se réorganiser aussi dû à ce confinement. On a une demande qui est beaucoup plus forte. On l'a dit tout à l'heure, les violences conjugales, ça explose malheureusement. Et en plus, on a la réponse du gouvernement qui est pas vraiment à la hauteur. On a le 3919, il est débordé. On n'a pas d'eau. Le gouvernement fait une communication 2 ou 3 semaines après le début du confinement en disant qu'ils mettent en place le 114. Alors, le 114, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'équivalent du 112, mais par SMS. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est en place depuis déjà des années. Nous, on le relaie dans l'application Appel depuis 2015. Donc, ce n'est pas une vraie mesure. Donc, il y a une vraie demande. Et l'autre problème qu'on a, c'est également que dans cette période particulière, les informations qu'on relève via l'application ne sont plus forcément pertinentes. Les structures, elles ne sont pas forcément ouvertes. Les heures d'ouverture des lignes d'écoute, c'est pas forcément les mêmes. Peut-être pareil que ces lignes d'écoute, elles ne fonctionnent plus. Donc, il faut essayer de pouvoir changer tout ça. Donc, l'objectif, on se réunit, on en discute, notamment avec Mickaël Petit qui travaille avec moi sur le projet Appel, et on se dit, bon, il faut qu'on sorte au plus vite ces V5, même si elles étaient prévues pour fin avril. Il faut qu'on arrive à la sortir au plus vite pour enlever tous les problèmes de la V4 et voire même peut-être de répondre à de nouveaux besoins qui sont créés par cette situation inédite. La plupart des travailleurs chez Résonante s'occupaient des sensibilisations, de l'accompagnement des victimes, etc. Ne peuvent plus faire leur activité et du coup ils se retrouvent remobilisés sur Appel pour essayer justement d'aller chercher des informations qui sont utiles dans cette période de confinement. Donc en fait, les autres travailleurs chez nous vont appeler les départements, tous les départements français, et même vont essayer d'appeler à l'étranger pour référencer quels sont les dispositifs exceptionnels mis en place. Et là, je l'ai dit tout à l'heure, nous, on n'a plus notre partenaire pour tout ce qui est disponible pour tout ce qui est back-end. Donc, on va se retrouver à faire des petits bricolages. On va monter pour chaque département, on va créer des fiches PDF qu'on va mettre sur un FTP et qu'on va référencer dans un fichier JSON. Enfin, c'est vraiment le web service du pauvre, mais pour pouvoir très facilement redescendre ça dans l'application et les trier par secteur. On arrive à sortir fin mars une version Android. Et là, on a un premier pic de téléchargement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont développé, qui ont publié des applications à cette période, c'est d'ailleurs toujours un petit peu le cas, mais les délais de review du Play Store et de l'App Store sont rallongés. On a une période où publier une mise à jour par semaine, ça peut passer en 24 heures. En mettre 2 par semaine, ça peut prendre facilement une semaine à ce que la deuxième soit publiée. Donc pour des itérations rapides, quand on sort une nouvelle version qui n'est pas spécialement testée, c'est compliqué. Ça, c'est un autre problème qu'on avait d'ailleurs, c'est les bêta-testeurs. On a beau avoir des bêtas publics, on avait assez peu de retours. Donc c'était un peu compliqué d'être sûr que ça allait bien fonctionner, que c'était stable. Et vu l'enjeu, c'était quand même quelque chose de très important. Et donc, et en plus, fin mars, on a des personnes publiques qui relaient aussi le message sur l'application. On a notamment le rappeur Booba qui fait un tweet fin mars, et là, explosion des téléchargements. Et d'ailleurs, c'est même explosion un peu plus sur iOS, ce qui est l'inverse de la tendance habituelle. Nous, on est plus sur du 60-65% Android, 30-35% iOS. Et du coup, nouvelle pression pour sortir cette version iOS. Et heureusement, on a un freelance qui avait déjà travaillé sur l'appli avec nous, Franck Letellier, je ne sais pas s'il est là ce soir dans le chat,
qui a pu venir nous filer un coup de main pour justement qu'on puisse sortir cette version iOS dans les temps. Donc, petit bilan de cette période où ça a été assez sport, hein. On est quand même très content parce qu'on a sorti une V5 qui est bien plus stable que la V4. On a réussi à la sortir pendant le confinement et il y avait un vrai enjeu. On a des retours et témoignages plutôt encourageants, alors souvent entre bienveillance et critiques virulentes dues aux attentes, mais dues aussi au fait que le message a pu être relayé par des personnes publiques. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il fallait qu'on développe notre référencement. C'est-à-dire que nous, chez Resonant, on était 6 salariés à ce moment-là, pendant le confinement. Être 6 pour pouvoir essayer de référencer la terre entière, des informations sur la Terre entière, c'est très compliqué. Donc il y a une vraie réflexion suite à ça qui a été de dire il faut qu'on essaye, il faut qu'on intègre des administrateurs locaux, leur donne des accès à notre back-office pour qu'eux puissent puissent gérer eux-mêmes les contenus de leur secteur. Donc tout ça, ça a été de nouveaux objectifs qui ont été définis suite à ce confinement. Le besoin de testeurs, j'en ai parlé tout à l'heure. Et il y a également quelque chose un petit retour intéressant, c'est qu'à la sortie de ce confinement, plusieurs acteurs nous demandent des statistiques sur l'application. Je vous ai affiché quelques statistiques là dans le slide, mais on a vraiment beaucoup de demandes, et notamment du gouvernement, par rapport à ça. Problème, nous on a mis l'accent sur la sortie de cette V5, sur les nouvelles features, pas vraiment sur le plan de tagage. Et c'est vraiment très dommage parce que du coup on manque de statistiques pertinentes sur cette période et qui nous aurait aidé à comprendre un peu mieux ce qui s'est passé et vraiment à pouvoir améliorer au plus vite l'appli. On a souvent des demandes aussi d'interprétation de ces statistiques, c'est quelque chose de très dangereux. C'est pas facile de se risquer à l'interprétation des données qu'on peut avoir sur ce type d'application. Mais voilà, un conseil que je peux donner, c'est ne négligez pas tout ce qui est métrique dans votre application, même en période de rush. C'est quand même très important pour savoir si on va dans la bonne direction ou pas, et si on a des problèmes ou pas. Donc vraiment, avec cet exemple, je voulais vous montrer que voilà, c'était même nous, avec une petite équipe, on a pu bidouiller des petites choses et réussir à faire une appli qui a eu son utilité et qui continue à être utile. Moi, ce que je veux montrer également à travers cet exemple, c'est vraiment que le numérique, encore une fois, a pu se faire relais des systèmes habituels et a pu même proposer plus. Et ça me semble d'autant plus important à l'heure où il y en a certains qui produisent des documentaires super anxiogènes, qui n'apportent pas de réponse à nos interrogations et nos besoins. Ça me semble important de montrer qu'on peut faire plein de choses, et il y en a beaucoup qui n'ont pas attendu pour prendre les devants. Moi, je vous l'ai dit, je suis convaincu de l'utilité du numérique, et encore plus pendant cette période. Et là, en plus, on est entre développeurs mobiles, et nous, on a la chance, entre développeurs mobiles, de pouvoir développer des outils qui sont utilisables par un très grand nombre de personnes. C'est un peu dur de dire ça sans vous parler de Stop Covid, tous anti-Covid. Alors, qu'on n'aime pas l'outil, la techno, j'ai absolument pas envie de rentrer dans ce débat, et c'est pas l'objet de la discussion. Ce que en tout cas ça montre, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gouvernements dans le monde qui se sont penchés sur les technos mobiles pour essayer pour avoir une réponse aux problèmes que nous amène cette crise. Donc le mobile semble vraiment une techno fédératrice pour répondre à ces problèmes. Je vais terminer en vous donnant quelques autres exemples de choses qui se sont faites durant cette période et qui je pense, sont inspirants et qui, j'espère, vont vous inspirer. Donc, il y a le projet Maker, c'est un projet nantais, donc on est content d'en parler, le projet nantais, qui s'est monté à l'initiative de Quentin Adam, qu'on voit sur la photo, qui s'est monté dès le début du confinement, où là ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, nous les techs, pour aider. Et en fait, c'est vraiment un groupement de personnes issues de la tech nantaise, de chercheurs, de médecins, qui ont essayé d'apporter une réponse en disant, nous on va concevoir un respirateur artificiel qui permettra d'aider les patients atteints de la Covid-19. Leur idée en plus, là où c'est vraiment intéressant, c'est que leur idée c'est de ne pas parasiter les chaînes d'approvisionnement et des industriels du secteur. Donc en gros, de ne pas utiliser des composants qui sont utilisés habituellement en médecine, mais plutôt d'essayer d'aller chercher des composants qui sont très facilement, qu'on peut trouver un peu partout, pour qu'on puisse très facilement répliquer
ce respirateur. C'est vraiment du hardware open source. Donc actuellement, le projet il est en attente de validation par la NSM. Il y a des essais cliniques en cours, je crois qu'ils sont à la V3. Je vous encourage vraiment à aller regarder le site du projet. C'est quelque chose de vraiment très chouette et très inspirant. Un autre projet dont j'avais envie de parler, c'est une association qui s'appelle Solinum, qui crée des outils numériques solidaires et qui ont créé notamment Solidid, qui est une page web. Et pendant le confinement, ils ont été extrêmement actifs pour référencer des lieux solidaires. Donc par exemple, où trouver à manger, où prendre une douche, où trouver un refuge. Voilà, c'est vraiment un projet très chouette et qui a beaucoup servi à plusieurs personnes pendant le confinement. Un autre petit exemple qui m'a été donné par Fanny Demet, qui est dans le chat, c'est l'appli Minutis de la Croix-Rouge. Alors la Croix-Rouge, ma compréhension du projet, c'est que c'est une appli qui permet à la Croix-Rouge, et qui met ça d'ailleurs à disposition du SAMU, de pouvoir gérer des flottes de véhicules ambulanciers. Et en cette période de crise, il y a eu énormément les flottes ont été très grosses de véhicules, il y a eu énormément de boîtes qui ont prêté main forte, et donc il fallait piloter tous ces véhicules. Et donc ils ont une appli, c'est ma compréhension, c'est un peu le Uber des ambulanciers. Et Fanny, par exemple, a été bénévole sur le projet, elle pourra vous en parler. Et anecdote intéressante, c'est que en fait, on a trouvé son profil parce que sur Malte qui est une plateforme de freelance, il y avait un hashtag pendant le confinement, et je crois qu'il est toujours en place d'ailleurs, qui était Ready to Help. Hashtag Ready to Help, et si vous mettiez ce hashtag dans votre profil, des entreprises pouvaient avec des projets d'utilité publique, pouvaient vous trouver et vous demander de l'aide. Voilà, et puis juste un dernier exemple pour la route, parce qu'il y a Hugo qui a parlé tout à l'heure, mais Hugo il fait pas juste PlanteNet, il fait aussi plein de choses, et pendant le confinement il a filé un coup de main pour un projet qui s'appelle InstaVisio, qui permet de démarrer très simplement des visioconférences à partir d'un email ou d'un SMS pour des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec la tech, et ça a pu être très, très utile pour des travailleurs sociaux, pour des gens dans le médical, pour pouvoir continuer d'avoir un suivi avec leurs patients et pouvoir très simplement démarrer une visio. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je dépasse un petit peu de mon temps. Juste une chose que j'aimerais qu'on retienne de ce talk, c'est que je veux vraiment que ce soit un truc positif, pas au confinement, mais que ce soit vraiment par solidarité, ou aussi parce qu'on est dans une période où il y a certaines personnes qui se retrouvent avec leur activité diminuée, voire même leur activité stoppée, et même des développeurs, j'en connais. La recherche d'emploi, elle est pas forcément facile, ou tout simplement parce que plus que jamais, on est dans une période où il y a des gens qui sont à la recherche de sens dans ce qu'ils font, ils sont à la recherche de liens sociaux. Et bien je crois que la contribution à ce genre de projet d'utilité publique peut être une réponse pour eux, et c'est en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui aide. Donc voilà, on va finir là-dessus. Merci beaucoup, je vais avoir un œil sur les questions, j'aurai plaisir de répondre à vos questions, et puis sinon je serai sur Vemo tout à l'heure pour échanger avec vous. Oui, alors il faudrait juste que je les ouvre, ou sinon si Pierre tu peux me les relayer, parce que j'ai fermé Slido. Les lire. Alors, c'est pas un peu court, 15 jours de sauvegarde d'enregistrement, certaines victimes mettent beaucoup plus de temps à trouver du courage pour dénoncer. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, il y a quand même énormément de questions au sujet de la sauvegarde de ces données. Ça peut être des données vraiment sensibles, ça peut être des données aussi importantes. On ne limite pas du tout le temps des alertes, donc on s'est déjà retrouvé des alertes qui durent 10 heures. 15 jours en tout cas, ça leur permet de télécharger les données et de les stocker eux. Quelque part sur un ordi, sur une clé, peu importe, pour pouvoir se constituer leur dossier et les réutiliser plus tard si plus tard ils veulent les réutiliser. Et petite info, ces données audio sont téléchargeables depuis l'application, seulement par la victime. Même les protecteurs ne peuvent pas télécharger les données. Ils peuvent revoir à travers l'appli, ils peuvent reconsulter l'alerte plus tard, mais ils ne peuvent pas télécharger ces données. Voilà. Ok. Alors, tout à l'heure, tu as dit que tu étais tout seul, mais en tout, vous êtes combien sur le projet Appel? Parce que tu dis que tu es tout seul dev, mais avec les autres métiers.
Alors, il y a énormément de... Alors, on a des partenaires. Déjà, on a des partenaires pour la partie alerte. On en avait pour le back-end. Aujourd'hui, on a un prestataire pour le back-end. Il s'appelle Bastien Thomas. Et on a pu faire ponctuellement appel à des prestataires pour le développement. Donc là, j'ai mentionné tout à l'heure Franck pour le développement iOS. Et d'ailleurs, anecdote, moi à la base, j'étais un prestataire pour Resonante. J'étais à mon compte jusqu'en début janvier, où j'ai rejoint, je suis devenu salarié pour Resonante. Mais je suis le seul dev. Pour ce qui est du management de projet, il y a Michael Petit qui est avec moi, et puis sinon il y a l'application, elle a été, j'ai oublié de le mentionner, mais elle a été créée en 2015 par Diriata Ndiaye, qui est la cofondatrice de Resonante, qui est l'actuelle directrice, et qui est à l'origine du projet, et qui participe activement à la réflexion sur le projet. Ok. Et dernière question, il y en avait 3. Comment vous récoltez les besoins de vos utilisateurs sur un sujet aussi tabou ? Ouais, c'est très compliqué. Alors, on a des témoignages. Il y a aussi, j'ai parlé tout à l'heure de métriques. C'est important aussi de mettre des métriques dans l'application pour se rendre compte de tiens, qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors, ça peut montrer plusieurs choses. Ça peut montrer que l'information elle est utile ou pas, ou ça peut montrer qu'elle est suffisamment mise en avant ou pas. Et puis enfin, on échange avec les différentes associations, on parle vraiment de partenaires parce qu'on fonctionne, que ce soit avec les associations d'aide, les refuges, les hôpitaux, les gendarmeries. Par exemple, on échange régulièrement avec la ministre à l'égalité femmes-hommes. Et là, je parlais tout à l'heure de ce que le confinement a amené comme réflexion, notamment sur le référencement. Et là, l'idée, par exemple, au niveau France, on est en train de développer des partenariats avec les délégués départementales à l'égalité femmes-hommes. Donc, en fait, des délégués départementales, comme le nom l'indique, il y en a dans chaque département. Et l'idée, c'est que ce soit ces délégués départementales qui gèrent les contenus sur leur secteur. Et elles sont également, elles discutent avec le tissu associatif de leur département et nous font régulièrement des retours. Enfin, comme je disais, on a beaucoup d'associations qui travaillent avec nous, on se rencontre régulièrement pour échanger sur ces besoins. Ok. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Eh ben super. Moi, j'aurais plaisir de toute façon d'échanger avec vous par la suite. N'hésitez pas. Il y a une question de Hugo. Vous avez des problématiques sur hébergement de données de santé. Tu disais que c'était Ah non, c'était Hugo qui disait qu'il était hébergé à Montpellier. Non, ce ne sont pas des données de santé. Également, ce que nous on fait avec Appel, c'est que on collecte le moins d'informations possible sur nos utilisateurs. C'est-à-dire que même pour créer un compte Appel, on ne demande pas nom, prénom, on ne demande rien du tout. On demande juste une adresse mail et on encourage les gens à nous donner une adresse mail anonyme. Ceci dit, vous me voyez venir, il y a quand même des données qui si on recoupe certaines données, il y a quand même moyen il y aurait peut-être moyen d'avoir en tout cas une idée d'où viennent les alertes, etc. Ça c'est un reproche qui est fait souvent. On essaye d'anonymiser un maximum, de collecter le moins possible d'informations sur les personnes. Et depuis juin, on a commencé, on est en train de finaliser la mise en conformité RGPD. On a un cabinet d'avocats spécialisé sur la question qui nous accompagne pour toutes ces problématiques. Mais non, en tout cas, ce ne sont pas des données de santé. En tout cas, c'est pas qualifié comme ça. Et donc, on n'a pas ces contraintes-là. Ok, super. Bon, je crois qu'on a fait le tour des questions. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, je vous invite à faire passer le mot. Ce que j'ai pas dit, c'est que pendant le confinement, on n'avait pas que des victimes qui venaient télécharger l'application, mais on avait aussi des gens qui se demandaient comment aider, parce que quand on se retrouve confiné du jour au lendemain, puis dans son appart, on se met à entendre que en fait, dans l'appart d'à côté, il se passe des choses pas claires, et on se pose un petit peu des questions avec des lignes d'écoute qui étaient débordées, etc. Il y a beaucoup de gens, on a eu des témoignages de gens qui nous disaient que voilà, ils s'inquiétaient, ils avaient trouvé leur voisine dans une situation difficile, etc. et qui avaient trouvé des ressources via l'application. Donc je vous encourage à en parler, et puis si vous avez envie de filer un coup de main, une bonne façon de faire, c'est de rejoindre le programme de bêta test, ou juste de nous faire ou juste de m'envoyer des retours, que ce soit le plus simple, c'est via l'application. Voilà.
Je vais pas prendre trop de temps, on va enchaîner. Je pense qu'on va avoir envie d'enchaîner sur Yannick, sur le top technique. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute et n'hésitez pas à venir me voir ensuite sur Raymond.